T'as pas eu le problème à un moment à être un peu trop dans le théâtre justement et passer dans le stand-up peut-être au début. Ouais. Au début, mais de toute façon, comme tout, il faut chercher l'équilibre. Hein. Ouais, de toute façon, on est toujours trop quelque chose, pas assez quelque chose. Le stand-up, c'est un chemin. Hein. Si vous n'aimez pas marcher, arrêtez. Salut les petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste que les potes. Ok, aujourd'hui en pote on caste Sandra Mizo. Sandra Mizo, déjà bienvenue, ça nous fait plaisir de t'avoir. Alors Sandra, pour ceux qui la connaissent pas, déjà t'as une trentaine d'années, on va dire, pour pas aller trop loin. Hors taxe. T'es marseillaise, pure souche, t'es née et t'as grandi dans les quartiers nord. Aïe. À Frévalent. Bad girl, yeah. T'as 18 ans de théâtre, 50 stand-up, donc ça fait un moment déjà que tu pratiques ça. Donc aujourd'hui, on peut te retrouver sur des vidéos du Montreux, sur l'émission du Paname sur France 2, on peut aussi t'écouter sur Rire et Chanson, on peut te voir dans les 2 saisons du Garage Comédie, les captations. Ce qui n'est pas des moindres. Pas des moindres, voilà. Donc vraiment bienvenue, ça nous fait super plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Et voilà. Tu t'es bien renseigné, tu as bien fait ton travail. Bien renseigné, merci. On l'a fait juste avant. Et non, et pour ceux qui ne voient pas, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, j'aime bien décrire un petit peu la personne qu'on ramène. Pour moi, Sandra, c'est un peu la tata. Tu vois, que tu es content d'avoir, qui a toujours la petite blague et qui a toujours le sourire et qu'on est toujours content de recevoir. Et aujourd'hui, on a encore une fois. C'est gentil, c'est moi la tata. Et pour commencer, je voulais parler un petit peu de ton spectacle, parce que tu as un spectacle aussi, la Dolce Vita. Dolce Vita, oui. Je le dis peut-être mal. Non, je le dis très bien. Dolce Vita, je le dis à la française, tu as compris. Non, mais du coup, c'est un spectacle. Tu l'as joué combien de fois, des fois 7 fois, là. 7 fois, ouais. Donc ça commence à faire pas mal. On rôde. On rôde tranquille. Gentiment, mais sûrement. Tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ton stand-up, de manière générale, ça reflète, moi je trouve beaucoup qui t'es dans la vie. C'est-à-dire, tu parles de tes origines, tu parles de ta famille. Ma famille, de mes amis, de mes expériences de vie, ce qui a fait que je suis arrivée justement sur scène. Exactement. Et du coup, la question que j'avais un peu derrière, qui peut être assez globale, mais c'est quoi le stand-up pour toi ? Et qu'est-ce que tu essayes de faire refléter dans ton stand-up à travers ton spectacle ou tes scènes de manière générale ? Alors le stand-up, pour moi, c'est un angle de vue sur le monde. Et en fait, c'est ta différence qui va faire ta force, tout simplement. Le stand-up, c'est aussi faire rire les gens, sinon, sinon c'est une conférence TEDx, tout simplement. Et après, moi j'aime bien parler des choses que je vis, des expériences de vie, de ce qui m'entoure, de ce que j'ai du mal à accepter, de ce que j'apprivoise, parce qu'en fait, on a une vie, on a un cheminement, donc du coup, on apprend. Et voilà, c'est une façon d'avoir un petit peu de recul et d'observation sur les choses de la vie. Et à en rire de nos travers, tu vois, de nos faiblesses. Et toi, est-ce que t'as un objectif avec le stand-up de manière générale, avec ton spectacle ? Tu veux sûrement transmettre des idées, des choses. Bien sûr. C'est quoi qu'il y a derrière ton spectacle ? Si on devait te donner un but, par exemple, à ton spectacle aujourd'hui, mais il faut venir le voir. Venir le voir pour teaser, on va teaser. Pour teaser. Le spectacle ou le stand-up de manière générale, ouais. À quoi ça te sert, quoi, en tout cas, pour le spectacle, bien sûr que j'ai, au travers de l'humour, j'ai des choses à dire. Et pour moi, c'est les choses importantes de la vie. Dolce Vita, c'est le doux de la vie. Donc forcément, moi, je centre sur ce qui me semble doux. Et j'encourage les autres à trouver leur doux. Parce que moi, je l'ai trouvé sur le tard. Je me suis lancée au stand-up et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma crise de diabète. Le doux de la vie est là. Voilà. Donc je me régale depuis 5 ans. Et j'essaie de transmettre ça, de se faire confiance et d'essayer, même si on a terriblement peur, même si on n'a pas forcément confiance en soi. Il faut y aller. Et, je pense qu'il n'y a qu'en faisant qu'on sait si on est fait pour ça ou pas. Toi, tu as commencé par le théâtre ? Ouais, moi je suis un bébé théâtre. Ouais. J'ai fait un bac théâtre. Là, tu donnes aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tu donnes aussi des cours de théâtre et des cours de stand-up. C'est ça. Et comment tu arrives à dissocier et associer les deux ? Parce qu'en fait, les deux sont difficiles, je pense, de dissocier et d'associer le théâtre et le stand-up. Pour moi, c'est complémentaire. Pour moi, le théâtre va pas sans le stand-up va pas sans le théâtre. Parce que quand tu fais du stand-up, tu es proche des gens, tu leur racontes la vie, mais tu as aussi des personnages que tu vas jouer, que tu vas imbriquer. Enfin, en tout cas, pour ma part, je vais les imbriquer. Il y a des intonations, il y a une rythmique, il y a des silences. Tout ça, ça fait partie aussi des choses qu'on fait au théâtre. Ouais. Donc, du coup, si tu veux, c'est un peu les deux qui s'imbriquent, quoi. Le théâtre, souvent, tu incarnes des textes qui sont écrits par d'autres. Le stand-up, tu incarnes tes propres textes.
Il y a toujours aussi dans le stand-up des moments théâtre, hein, ce qu'on appelle les act-out. Nous, en stand-up, c'est des moments où tu vas faire du personnage. Tu rentres dans un personnage, seulement c'est plus court, c'est pas un sketch de 7 minutes comme à l'époque, tu vois. Ouais, c'est pas du sketch-up, mais... Mais ouais, c'est vrai que c'est toujours un atout. Et toi, pour le coup, c'est vrai que t'as une grosse qualité là-dessus, quoi. On voit que dès que tu pars en act-out, tu t'excuses pas d'être sur scène. Et ça, on adore ça. Ouais, je m'excuse pas, moi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des stand-uppers pour pouvoir faire un bon act-out? C'est quoi pour toi qui le caractérise un bon ou un mauvais act-out? Faire du théâtre. Non, au-delà du théâtre, pour faire un bon act-out, il faut aller à fond. Il ne faut pas le faire à demi-mesure. Voilà. Il ne faut pas faire le personnage à moitié. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Et il faut le faire à 200%. Si tu veux vraiment que les gens se régalent avec ton personnage, il faut que toi, tu te régales. Et si tu te régales, ça fonctionne. Tu vois. Si toi-même, ton personnage te fait rire, forcément, ça va faire rire tout le monde. Tu vois. Ouais. Et en fait, on le fait naturellement. Quand tu discutes, tu dis, ouais, là, elle me dit, ouais, nanana. On le fait tous. Tu vois. Mais seulement, là, c'est de le mettre en lumière et de s'amuser. Et puis après, pour créer un personnage, il y a plein de choses. Tu as la voix, tu as la manière de se positionner, tu as des mimiques à la con, tu vois. Et tout de suite, tu crées quelque chose d'autre. Et en fait, moi, j'adore créer de l'act-out parce que l'act-out, ça me sort de moi. Et si c'est pas moi, c'est encore plus grisant de le faire parce que ça va permettre de faire passer des choses que moi, j'ose pas faire passer. Ouais. Parce que le stand-up, c'est toi avec des traits un peu plus marqués. Pour le coup, tu as raison, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Effectivement, c'est moi sur scène, mais moi avec des traits un petit peu plus... oui, voilà. Forcément. Mais ouais, les personnages te permettent de dire des choses que tu n'oses pas dire ou que ça passe pas si c'est toi qui les dis, tu vois. Tu donnes des cours de théâtre, bien sûr, donc ça fait plusieurs années. Et depuis un peu plus récemment, des cours de stand-up. Oui. Au Garage Comedy Club, il n'y a pas de problème, on place. Qu'est-ce qu'on y fait pendant ces cours? Qu'est-ce qu'on y apprend en fait? Qu'est-ce que tu fais? En cours de stand-up? Ben oui. Mais plein de choses. En cours de stand-up, on apprend déjà l'écriture. Déjà, on donne un petit peu les tours de passe-passe, un petit peu de magie de base pour qu'on ait... En fait, dans les techniques d'écriture, il y a beaucoup de basiques qu'on apprend. Et puis après, une fois qu'on a ces basiques-là, on apprend à s'en servir et tout en restant soi-même. Moi, ce qui me plaît avec le stand-up, c'est qu'on est tous différents. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la force, c'est la différence. Donc en fait, toi, tu es une plante, moi, je suis un tuteur, je t'aide à pousser, mais tu t'épanouis comme tu veux. Et à ce moment-là... on taille sur les côtés. Et on fait quelque chose de sympa. Ah, là, ça me donne envie de reprendre des cours. Là. De temps en temps, j'arrose. Non, mais c'est paysagisme. C'est drôle parce que c'est bien. Moi, j'aime bien dire que les cours de stand-up, pour moi, c'est pas des vrais cours. C'est un peu du coaching, je trouve. Ouais. Parce qu'on peut pas vraiment t'apprendre à être drôle. On peut t'apprendre à structurer une blague, on peut t'apprendre plein de trucs, mais on peut pas t'apprendre à drôle à proprement parler. C'est une question. Est-ce que pourquoi pas? Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des gens pas drôles que tu as rendu drôles? Je sais pas si je les ai rendus drôles, mais en tout cas, je les accompagne à devenir drôles et surtout de trouver quel est l'angle qui est drôle. Parce qu'en fait, la plupart des gens sont drôles. Par exemple, tu as un repas, voilà, c'est facile de faire de petites vannes, avoir un regard acerbe sur les nouvelles de la société, ça marche, tu vois. Mais là où ça va faire la différence, c'est quand tu dis ah ouais, je raconte ça, mais c'est pas ce que j'ai raconté, ça c'est qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans. Et des fois, en fait, ils ont pas le recul de savoir ce qui est drôle dans ce qu'ils racontent. Ils savent ce qu'ils veulent le raconter, mais ils savent pas l'angle qu'ils doivent placer, tu vois. Et à ce moment-là, oui, là, je les ai accompagnés. Et une question que je pose souvent à des gens qui font aussi du théâtre, est-ce que t'as pas eu le problème à un moment à être un peu trop dans le théâtre justement et passer dans le stand-up, peut-être au début? Ouais. Au début, mais de toute façon, comme tout, il faut chercher l'équilibre. Hein. Ouais, de toute façon, on est toujours trop quelque chose, pas assez quelque chose. Le stand-up, c'est un chemin. Hein. Si vous n'aimez pas marcher, arrêtez. Mais au départ, oui, j'étais trop théâtrale, j'étais trop tout en fait. Ouais. Trop. Mais en fait, parce que le théâtre, c'est un peu la caricature de la société. Et donc, c'est des personnages qui sont très forts et très marqués. Sauf qu'à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, là, moi, quand je jouais, c'était pas un personnage, c'était moi. Et un petit peu plus fantasque, spectaculaire, mais en dehors de ça, c'était trop. Et en fait, le truc, c'est à force de trouver. Au début, tu vas essayer de le faire comme ça, jusqu'à que tu trouves un peu ton équilibre, tu vois. Tu as récemment eu des grosses étapes qui ont été validées quand même, de faire le Montreux, de commencer à être capté en fait pour des émissions, passer sur France 2, Rire et Chanson et tout, c'est trop cool. Ah ouais, c'est génial. Et du coup, comment t'es passé, parce qu'aujourd'hui tu vis de ça, et comment t'es passé de délégué contactologie chez Bosch à ça, genre. Bien formé. Et ouais, t'as vu. Bien informé ce garçon. Comment je suis passée? En fait, moi j'ai toujours eu envie de faire ça, c'est juste que je me le permettais pas.
Ok. Voilà. Disons que mes parents sont tous les deux immigrés et que j'avais sur moi une pression un petit peu de vouloir faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et donc, j'ai fait des études. J'étais bonne pour les relations avec les gens, avec les humains. Donc, du coup, j'ai fait de la formation et du commercial pendant très longtemps. Et je faisais du théâtre en amateur. Okay, ouais. Donc c'était un petit peu ma porte de sortie en me disant mais voilà tu vois tu fais quand même ce que t'aimes et tout. Un peu à côté, sauf que j'ai eu la crise de la trentaine. La pile pas la passée. Il y a pas très longtemps. Et je me suis dit si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais. Et j'avais pas envie d'être amère parce que pour moi il y a rien de plus dégueulasse que le goût de la suze. Donc du coup je suis stop pour l'amertume, pas moyen. Et je me suis dit je vais essayer. Je me suis donné 2 ans. Manque de peau pour moi, il y a eu le Covid au milieu. Je me suis dit, ben putain, ça part bien, c'est un signe peut-être. Et en fait, non, j'ai pas lâché. Et, je me suis envoyée là-dedans. Et puis finalement, ça marche. Donc tant mieux, on continue, on est sur ça. Et comment j'en suis arrivée ? Ben, en vrai, je sais pas. Hein. Ça vient tout seul, petit à petit. Tu fais tes plateaux, tes machins. Tu postules un truc. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis des fois, il y a tout qui marche d'un coup. Tu dis, waouh, c'est la baraka. Et ça veut dire, il y a un moment où tu t'es dit, bon, j'arrête, je me laisse 2 ans. C'est ça que tu Ouais, c'est ça. Je me laisse 2 ans, j'essaye. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux, quoi. C'est ça. Ouais, et du coup, j'ai commencé à faire des petits plateaux avec ce jeune homme en face, ici présent. Et au début, il n'y avait pas beaucoup de scènes à Marseille. Hein. C'était dur. Hein. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire ? Et très vite, il a fallu se poser la question de comment ça pourrait être, comment je pourrais en vivre. Donc très vite, les cours de théâtre sont venus à moi. Et pour que ce soit un petit peu voilà, quoi, alimentaire au moins, tu vois. Ouais. Et après, petit à petit, on a imbriqué les plateaux, les machins. Aujourd'hui, bon, t'as un plateau par soir, mais c'était pas le cas il y a 4-5 ans. Donc, c'est vrai que c'est beau. Une belle... ça a bougé, Marseille. Du stand-up, ouais. Et du coup, pour revenir sur la question précédente, donc ouais, t'as fait des émissions, hein, le Montreux, t'as fait le Génération Paname qui va être diffusé bientôt sur France 2, Rire et Chanson. La question, comment on se sent le jour J d'une émission filmée comme ça? Mal. Parce que tu mets de l'enjeu forcément, donc forcément tu es stressé, tu pars le train à 4h du matin à Marseille, tu arrives là-bas, tu es éclaté, allez tu poses tes affaires, on doit y aller. Non, c'est pas évident, tu es là et tu te dis il y a un enjeu, tu te dis potentiellement il y a des gens dans la salle qui peuvent changer ma vie, donc forcément tu viens pas avec... C'est dur, hein, c'est dur. Moi le Montreux ça a été difficile. Le Montreux, c'était difficile parce que déjà, je n'étais pas préparée. C'était la première fois. J'avais envie de tout faire bien. Donc forcément, je me suis mis la pression de fou. En plus, je suis passée en premier. Ouais, c'est jamais facile. Passer en premier, c'est jamais facile. Même si j'ai beaucoup d'énergie, je suis pas un Red Bull, quoi. Voilà. Je donne pas d'aile, moi. Pas de... et du coup, quand je vois la vidéo, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est moi, mais c'est comme si c'était moi qui passais un entretien, tu vois. Mais par contre, je me suis servi de cette expérience-là pour faire les choses un peu différemment pour le Paname que j'ai pu faire après. Très donc, cool. Ça veut dire que tu as géré l'amont, la préparation différemment ? Exactement. Je suis allée déjà un jour avant pour pouvoir me reposer parce que c'est un truc auquel on ne pense pas. Ensuite, j'ai enlevé l'enjeu en me disant je joue comme à la maison, comme au garage, parce que ici c'est ma maison aussi. Hein. Et donc du coup, j'ai dit allez, je joue comme si j'étais à la maison, comme à la maison, comme à la maison. Donc vraiment, je me suis mentalisée comme ça. Et j'étais prête, je me suis dit à tout moment, si ça arrive pas, je fais les gars, rigolez, tu vois, vraiment le truc un peu. Et en fait, j'ai pas eu besoin. Je suis arrivée avec une énergie et bam, ça a pris direct. Et ça a ri d'un coup, j'ai dit waouh, ça y est, c'est bon, je les ai. Et je les ai gardés quand tu commences à les avoir après c'est bon, après quand tu prends la confiance. Pour avoir été là en plus ce soir-là, parce que j'ai regardé j'étais assis sur le fauteuil, vraiment elle a eu la première applause de la soirée en milieu de soirée. Et là j'ai dit ça c'est Marseille bébé. Si c'était à refaire, tu le referais aussitôt le Montreux, ou est-ce que tu aurais attendu peut-être un an Non, j'aurais fait pareil parce que ça m'a aidé pareil. Et puis je pense que si c'est à terme de recommencer, c'est pas comme s'ils m'avaient pas déjà vu. On avait fait le Big Perf à Cannes, donc ils savent. Au Big Perf, ça s'était très bien passé. Mais c'est juste que il y a ce truc de l'enjeu. Moi, quand je mets trop d'enjeu, c'est pas bon. À quoi tu penses que c'est dû ce truc de se mettre la pression? Est-ce que est-ce que tu penses que il y a un moment où du coup tu joues plus pour le public, tu joues pour les producteurs, pour les artistes, pour les caméras? À quoi tu dois ton stress en fait à toi? Je crois qu'il y a l'envie de bien faire, donc le stress je me le dois à moi. C'est ce côté un peu, tu vois, voilà, là tu es là, maintenant tu peux plus faillir, tu vois. Ce truc de il faut y arriver quoi. Donc tu te le mets à toi et puis tu veux pas décevoir, donc il y a ce truc de les gens qui sont comme je t'ai dit dans la salle, potentiellement ils peuvent changer ta vie. Et donc tu te mets des trucs sur les épaules qui ont pas lieu d'être, et en fait si tu le fais, t'enlèves le côté déguste.
Et t'enlèves le fait que, c'est vrai, t'enlèves le côté plaisir de scène. Et les gens, s'ils te voient souffrir sur scène, ils souffrent avec toi. Ils sont là, ils s'éclatent pas avec toi. Tu vois. Ouais, mais c'est toujours, je pense que le problème général, c'est que t'as une attente de toi-même qui est haute. Et qui est en fait trop haute par rapport à ce que les gens attendent de toi même. Puis tu vois, tu me parlais du distinguo entre le théâtre et le stand-up, ça c'est une vraie différence. Là, t'arrives, t'es tout seul devant un micro, c'est ton texte, c'est ta personne, tu vois, c'est tout seul. Et t'as le jugement en direct aussi. Exactement. Alors que le théâtre, t'as une troupe, si t'oublies ton texte, il y a un mec qui rattrape derrière, tu vois, ou qui dit genre, hey, tu devais pas dire ça, et ça passe, et les gens rigolent, tu vois. Tandis que là, t'es tout seul, t'es face aux gens, allez, super, je vais faire rire. Et donc du coup, il y a ce truc-là. Il y a un truc aussi, toi, que tu as, c'est que toi, tu as beaucoup d'énergie sur scène et tu es un peu, même quand tu passes dans les plateaux, on sait que toi, tu vas les réveiller, quoi. Ah oui. Et même s'ils ne sont pas réveillés, tu vas leur dire réveillez-vous. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont se réveiller, tu vois. Mais du coup, ce truc-là, moi, je me demande comment tu arrives à te mettre à chaque fois, parce que je t'ai jamais vu sans énergie sur scène. Forcément, plus ou moins d'énergie, mais je t'ai jamais vu sans ce truc-là. Comment tu arrives à te mettre dans ce mood où tu arrives sur scène et tu pètes la forme. C'est la scène. Voilà. Tu me poses le pied, c'est la scène. Il peut se passer n'importe quoi derrière. Tu peux avoir un drame à côté à la maison. C'est la scène. La scène, c'est une parenthèse. C'est un truc où tu arrives avec tes meilleures vibes, tout ton amour, toute ta joie, toute ton envie de bien faire et de partager avec les autres. Et tu mets de côté le reste. Et après, bam, tu reviens. Et puis voilà, quoi. Mais moi, je sais pas, la scène, je me vois pas autrement que de donner du kiff. Mais la question, c'est aussi comment tu fais pour mettre de côté le reste. Je veux dire, moi, je veux dire, il y a des moments où, tu vois, on peut être affecté par des choses justement qui se passent pendant la journée. Comment tu fais ce switch cérébral pour arriver toujours dans cette même dynamique, hein, si je peux me permettre. J'ai envie de te dire que je ne sais pas, mais je le fais. Tu le fais. Non, je sais pas. Cet été, j'ai perdu ma cousine. J'ai dû jouer le jour même. Et les gens ont rigolé de ouf. Et ça m'a fait même du bien. C'est presque, thérapeutique, ouais. Et voilà, pendant 10 minutes, on a passé outre. Et puis après, je suis retournée auprès de ma famille. Et puis voilà, quoi. Non, franchement, psychopathe. Non, mais c'est une difficulté pour beaucoup, ça, de te faire une différence. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ah non, moi je pense je suis incapable. Ce qu'on vit, les émotions qu'on a, et il faut en faire un vecteur pour le faire partager en positif, tu vois. Et bon, après, c'est un plateau, donc c'est 10 minutes. Après, 1 heure, je sais pas. Hein, peut-être que spectacle. Peut-être 1 heure, c'est autre chose. C'est cool. Mais par exemple, il y avait Gad Elmaleh. J'avais vu une interview qui disait qu'il avait eu une gastro ce jour-là et qu'il avait quand même fait le spectacle et tout. Et que genre, 2 minutes avant de jouer, il s'était allé chier, quoi. Ah oui, et qu'il était malade. Combien tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Et ben, comment tu fais abstraction alors que tu es malade à l'intérieur et pourtant personne n'a rien vu? Ouais. Ça m'est arrivé ça aussi en Indonésie. Je devais jouer, je devais jouer en plus en anglais. J'avais un set que je venais d'écrire et j'arrive en Indonésie, donc je chope la tourista toute la journée, mais vraiment même pas toute la journée. 2 heures avant, ça commence à, je vomissais en fait. Ouais, ça commence à taper. Même pas, je vomissais carrément. Ah ouais. Et du coup, je dois monter sur scène. Je suis à 2 doigts d'annuler. Et je me retrouve vraiment dans les toilettes. C'était là, tu vois, là, tu l'as vu la scène de 8 Mile dans Eminem, là, quand il vomit juste avant de monter sur scène, il se regarde dans la glace, comme ça, tout blanc. Ouais. Je vomis, il m'appelle mon nom, je vais dessus, et c'était ma meilleure scène. Tu vois. Et je revomis en sortant de scène. Et j'ai l'impression que parfois, peut-être pas les meilleures scènes, mais des très bonnes scènes, ça se passe quand t'es pas du tout prêt. Et t'as pas le temps de te mettre la pression. Et je crois qu'on en revient à l'enjeu, c'est le lâcher prise. Et ouais. Tu vois, par exemple, un jour, je me suis coincé le dos. Il m'avait donné des médicaments et j'avais dit à Quentin, écoute, je suis pas sûre avec ce que j'avais pris. Je me rappelais plus du texte avant de monter sur scène. Je suis pas sûre de ce que ça va donner, mais j'y vais quand même. Et en fait, j'ai pris le parti d'arriver et de dire, bon, écoutez, là, je suis bourré de cachetons. Il va se passer ce qui va se passer, mais ça va le faire. Et en fait, je dis, oh là, qu'est-ce que vous êtes beau. Bon, ça doit être les cachets. Et je leur dis comme ça. Et ça rit, mais de là à là. Parce que c'est et naturel. Quentin, à la fin, tu m'as dit, finalement, peut-être que tu devrais prendre des cachets toute l'année. Mais oui, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est la vie. Faut mettre un disclaimer. Non. Toi, t'as démarré le stand-up il y a 5 ans. Ouais. Il y avait combien? Il y avait pas beaucoup de meufs à Marseille. Ouais, D'ailleurs, il y a toujours moins de meufs que de mecs aussi. Est-ce que toi, tu penses que ça, t'en as souffert, ou plutôt peut-être même l'inverse, que c'est quelque chose qui a pu favoriser aussi ton art? Mais je complète la question.
t'as quand même une image de femme forte, indépendante, tu vois. Et du coup, c'est ce que tu dégages. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est malgré toi, mais en tout cas, t'as cette image. Et je pense que déjà, tu as le fait d'être une femme où bah, forcément, tu as des gens qui ont des a priori, des préjugés sur les femmes dans le stand-up. Et en plus, peut-être, tu peux avoir un peu l'image rapidement grande gueule et tout. Ouais. Est-ce que ça t'a... Quand il dit est-ce que tu as souffert de ça, ça veut dire est-ce que ça t'a porté préjudice, des fois, d'avoir ce rôle de femme, confiance en soi, grande gueule? Est-ce que ça t'a aidé parfois dans certains trucs? En fait, tu t'en sors comment avec ça? C'est toujours pareil. Quand tu as un plateau de 6 gars et que tu es la seule fille, vaut mieux avoir une grande gueule. Donc ça m'a plutôt sauvée en général. Ouais. Ensuite, après, c'est toujours pareil. Il y en a qui se... Comment dire qui restent à ce que tu leur donnes à voir. Après, ils vont pas gratter derrière, tu vois. Je veux dire. Donc, s'ils restent comme ça, ils se font leurs a priori et puis tant pis pour eux. S'ils n'ont pas l'intérêt et la curiosité, c'est que... on n'a rien à se dire, en vrai. Après, pour ce qui est de la force ou la faiblesse, il n'y a pas beaucoup de filles dans le stand-up. Après, il y en a maintenant. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Ouais, de plus en plus. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup la touche charme, le machin. Des fois, ça me saoule. Mais des fois, ça me saule vraiment. Quand on vient me voir, franchement... C'est drôle pour une meuf. Hein. Ah, on t'a déjà dit ça? Mais je pense que toutes les filles... Mais des mecs ou... Des mecs du public qui viennent te voir. Mais pas des filles? Non, pas des filles. Il y a des mecs qui viennent te voir, franchement, c'est drôle pour une meuf, je m'en régale. Et tu sortiras ça le premier degré, il faut y aller quand même. Et des fois, tu as envie de dire, mais pourquoi tu t'es pas arrêté à drôle en fait? C'est ça. Et oui, parce qu'il y a ce truc-là où une fille, dans l'inconscient collectif, c'est moins drôle qu'un homme, c'est comme ça. T'as déjà organisé des plateaux? T'as déjà essayé? Bien sûr. Déjà parce qu'il n'y avait pas assez de scènes à Marseille, donc j'étais inévitablement obligée. Et je continue là, moi j'en ai un qui est récurrent sur Châteauneuf-les-Martiques. Et on fait ça une fois par mois. Trop bien. Au hangar, ça s'appelle. Est-ce que tu penses qu'on devrait mettre des quotas, justement? Ou est-ce que tu penses pas qu'on devrait considérer l'artiste, simplement? Moi, je pense pas qu'on doit mettre de quotas. Je pense qu'on doit faire des plateaux et... Mais est-ce que le stand-up, c'est pas justement faire rentrer les gens... et d'ailleurs, est-ce que l'art, au sens global... c'est pas indépendant même du sexe, mais c'est pas juste faire entrer les gens dans ta création, peu importe que tu sois un homme ou une femme. C'est ça la vraie question. Je suis d'accord. Je veux pas qu'on prenne des filles pour prendre des filles. Non, je veux qu'on prenne au mérite. On est d'accord? Mais pour moi, après, là, t'es pas dans un spectacle où t'es dans l'univers. Là, t'es dans une proposition, un comedy club, un plateau. C'est une proposition qui vient aussi. Ça dit des choses. Et s'il y a que des mecs, ça dit quelque chose. Ouais. Je trouve. C'est un mauvais message. C'est ça sur l'organisation de la soirée. Je vois. En fait, dans l'idéal, il faudrait que ça ne se calcule pas. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dire attends, mais j'ai déjà une fille, alors c'est bon. Tu vois? C'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça se calcule comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit j'ai 5 gars, une fille, c'est bon, j'ai mon line-up parce qu'il me faut la fille. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit au mérite, mais autant dans ton discernement que tu vas choisir toi en tant que programmateur, tu puisses prendre des filles et des garçons. Tu vois? C'est un problème de ressources, quoi. Ça, pour moi, le problème principal, c'est le problème de ressources. Exactement, le problème principal, c'est un problème de ressources. S'il y avait autant... Et la réflexion, c'est ça que je veux mener. Ouais. La réflexion de dire, alors qu'on a aucune conscience de la globalité de la chose, la réflexion de dire, il n'y a pas assez de filles, parce qu'il y a des personnes dans le public qui disent ça, alors que c'est des personnes qui n'y connaissent rien au game du stand-up. C'est des personnes qui n'ont jamais... programmer personne et qui savent pas et qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de ce qui se passe en fait. Moi, je veux dire, quand on a commencé le stand-up, il y avait une fille. Quand j'ai commencé, une fille dans la ville. T'imagines? C'était Violaine. Après, il y a eu Alison. Il y avait une fille, c'était Violaine. C'est-à-dire pendant, mais ça, genre il y a une année où il y avait une fille. T'imagines? Ouais, du coup, ça voudrait dire que tu l'invites sur tous les plateaux. Le problème, moi, ce que je reproche, c'est que les gens vont accuser le club, ils vont accuser l'organisateur, ils vont accuser ça, alors que si moi, en termes de ressources, j'ai 30 filles, c'est des tueuses, et que là, je les mets pas, là oui, je t'accuse. Oui, là oui, je t'accuse. Là, c'est pas OK. Bien sûr.
J'espère. Donc le petit jeu, c'est ça ? Ouais, si c'est bon. Ok, tu dois compléter une phrase sur un procédé humoristique aujourd'hui. C'est l'école aujourd'hui. Voilà, j'ai choisi la règle de 3, aussi appelée rythme ternaire. La règle de 3, pour ceux qui nous écoutent, c'est un procédé d'énumération qui consiste à, comme son nom l'indique, énumérer 3 éléments. Les 2 premiers seront dans la même logique, dynamique un peu, et le 3e, bam, là il y a une surprise, comme bien sûr dans toutes les blagues. Donc on va donner des exemples de règles de 3 par exemple. Mika, tu en as une en tête ? Non, bon écoutez-moi, justement je suis féministe. Donc ça c'est la prémisse, je suis féministe, j'écoute des podcasts, je vais à des manifs et je me doite. Voilà, règle de 3. On a celle de Dudley aussi. Dudley, il disait quand j'étais petit je voulais être rappeur. Je me suis dit j'ai les prérequis pour. Je suis noir, j'ai un certain flow et j'ai pas le bac. Règle de 3, donc voilà, tac tac, vous avez compris. Donc là, Sandra va nous réaliser un petit exercice live et c'est là que vous allez voir son talent. Le mec il met la pression au maximum. Elle va bégayer. Je te donne la prémisse. Oui. J'ai été commercial dans le médical. Globalement, ça consiste à. Ça c'est la prémisse. Okay. J'ai été commercial dans le médical. Globalement, ça consiste à. Et là, 3 éléments. J'étais commercial dans le médicament. Globalement, ça consiste à prendre des rendez-vous, faire ses chiffres et baiser avec les clients. Voilà. Et oui, parce que la prime, c'est important. Comme tu dis très bien, un esprit sain. Dans un corps avec des normes saines. Voilà. Pas trop de zoom en post-prod, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ok, on adore. Il y a un truc que j'aimerais savoir aussi. Dis-moi je tout. te dis, tu vis de l'artistique. Ouais. En gros, je sais que dans la tête de beaucoup de gens, ceux qui sont là-dedans, ils glandent. Et il y en a beaucoup qui glandent pas. Ouais. Mais du coup, moi j'aimerais bien savoir, toi je sais que non, hein, et que tu bosses bien. C'est quoi tes journées ? Je travaille bien plus qu'avant, tout simplement. Donc, le lundi, par exemple, le matin, je dois faire tout ce qui est facture. Déjà, elle se lève le matin. Je me lève le matin. Eh oui, vous voyez. Le lundi, je me lève et je fais les factures, je fais les devis pour les plateaux. Je me place dans les plateaux, donc je fais les sélections, les machins, je date dans les calendriers parce que je suis quelqu'un de pas très bien organisé, donc je m'apprivoise, voilà. Et après, l'après-midi, le lundi, j'essaie d'écrire. Le lundi soir, de 18h à 22h30, j'ai les cours de théâtre. Le mardi, c'est pareil. Le mercredi, j'ai le cours de théâtre des enfants. Donc, je suis levée tôt. Après, j'enchaîne avec le cours des vieux, l'après-midi. Et après, le soir, j'ai le cours de stand-up. Déjà, en début de semaine, chargé déjà. Chargé. Jusqu'au mercredi, c'est chargé. Ouais. Et après, jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, en général, je suis dans les plateaux. Et donc, je joue. Et du coup, tu te laisses des fois le week-end, j'imagine, pour partir dans d'autres villes Et en fait, pendant les vacances scolaires, je fais ça. Vacances scolaires. Donc, je suis partie à Lyon, je suis partie en Corse avec le jeune homme aussi. J'ai l'impression... Je suis toujours avec lui, en fait. Il est toujours à côté. C'est l'homme de la situation. Et c'est le podcast. Hein. Ouais, non, on bouge beaucoup. Et puis voilà, il n'y a que Paris où je repousse à chaque fois la date. Ouais. Je crois que j'ai un peu peur de Paris. Tu dis que tu as un peu peur de Paris, c'est-à-dire tu touches la glotte comme ça. Je sais pas. Au début, quand je suis allée la première fois, je disais ouais, c'est sûr, il doit avoir un niveau de ouf et tout. En fait, ça, le fait d'y être allé, ça va. Parce qu'en fait, il y en a qui sont très très bons, puis il y en a ils sont pas très bons du tout. Donc ça rassure. Tu te dis bon, en vrai, ça va, voilà. Mais c'est vrai que je me faisais un monde de Paris en me disant waouh, les gens qui sont là-bas. Ouais, comme ils jouent tout le temps, t'as l'impression que. Et puis après, tu fais des plateaux avec des gens qui. Pour moi, parce que c'est toujours pareil, quelqu'un qui s'en fout du stand-up, pour eux c'est des guns, tu vois. Mais quand tu fais un plateau avec Farid, c'est pas rien, tu vois. Donc j'étais un peu à Disneyland, tu vois, mais pour les humoristes, quoi. Tu as partagé un plateau avec Farid ? Farid, Franjo. C'était où ? Trop bien. Le Donka, c'est ça ? Au Donka ? Ouais. Farid au Donka ? Ouais. Incroyable. Donka qui a changé de nom d'ailleurs. C'est bien Saint-Germain-des-Prés, c'est ça ? C'est celui-là ? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est le Donka. Et ça a changé, ouais, effectivement. Donc j'ai joué là-bas, j'avais eu Franjo, j'avais eu Farid. Et celui qui marche trop bien, là, Julien Santini. Et je l'avais jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ce gars de ma vie. J'étais normalement, tu sais, tu peux pas rentrer. C'est trop petit. Ouais. Tu es dehors, là, t'attends dehors dans la rue.
Et en fait, je regardais comme ça et tout, mais comme une petite fille. Ouais. Donc il y a un côté magique, et l'autre côté, c'est un peu la pression, parce que bon, tu sens que c'est pas comme ici, tu vois, quand des humoristes viennent au garage, moi je trouve qu'on est vachement, ouais, ça va gros, tu vois, bienveillant, on est accueillant, tu vois. Là, tu sens qu'en fait, waouh, t'es un peu de trop, tu vois, qu'ils sont beaucoup. Ils sont pas méchants, attention, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est pas la même, on n'a pas les mêmes codes. Et donc, du coup, ça t'a freiné pour retourner. Ouais, alors que tu vois, à Lyon, je suis allée, je me suis régalée, quoi. Je me suis régalée. J'ai fait Gerson, une salle incroyable, je me suis éclatée. l'Evergreen, pareil, grosse ambiance. Il y a des très beaux plateaux là-bas. Écoute, on va faire un autre petit mini-jeu, si ça te dit. C'est un truc que j'aime bien. Encore que je suis drôle parce que je suis fine. Je rigole. Non, là, c'est pour ça que vous m'avez amené. C'est pour ça que vous m'avez amené là. Pas du tout. Non, on va faire un truc, c'est tu préfères. J'aime trop. Je préfère, vas-y. Tu préfères Tinder ou Fruits? Ou Fruits. Fruits Fruits parce que c'est mon sketch. Après, on va parler de ça. Tu préfères un date sur la plage ou en rooftop? En rooftop, parce qu'il y a du sable sur la plage. Ouais, t'aimes pas le sable. J'aime pas Moi ça. aussi, j'aime pas ça. Tu préfères que ce que tu manges n'a plus aucun goût? Tout ce que tu manges, ça n'a plus aucun goût? Ou alors, tout ce que tu manges, c'est beaucoup trop salé? On va voir que ce soit beaucoup trop salé. T'imagines une vie sans saveur? Jamais de la vie. Trop salé? Je préfère que ce soit trop salé. Est trop salé, genre. Ah, c'est mais horrible. Mais tu peux contrecarrer. Quand on cuisine, on peut contrecarrer. Et non, justement. Non. Tu mets du sucre, Ça, par c'est les exemple. chiantes. Non, je suis pas chiante. Parce que je On a- vais passer dans l'eau. Je vais passer dans l'eau, le Non, truc. mais je vais pas passer dans l'eau, mais je cuisine, donc je sais qu'on peut l'enlever. Non, oui, Si mais c'est non, trop mais là, salé, le but, tu peux mettre C'est un petit pouvoir peu de magique qui sucre. fait que tout ce que tu manges, trop salé. C'est Tout dans ce que tu manges, c'est trop dans salé. ton. Ouais, mais sans saveur. T'imagines la tristesse? Ouais, mais c'est soit sans saveur, soit la saveur, elle Bah, est trop salé. éclatée, genre. Oh merde. Je peux pas avoir pas de saveur. C'est pas possible. Mais ça Ouais, nique, du coup, trop salé. ça nique la saveur quand même. Sinon, trop je vais salé. faire 40 kilos tout mouillé. Pas non. Après, il y aura plus rien. Ça va pas, bordel. Tu choisis quoi, toi? Tu aurais choisi quoi? Je sais même pas. Franchement, c'est dur. Mais Trop salé, c'est trop horrible. Donc, sans ouais, mais saveur. c'est vrai que si t'as aucun goût, Surtout c'est. que tu meurs en plus. Non, t'as juste le Tu goût meurs trop de salé. Ouais, toi, tu T'as vas juste beaucoup le trop goût loin trop dans ton salé. délire. Ouais, alors l'hypertension. T'as juste. T'imagines l'hypertension? Alors moi, je suis un peu propice parce que mon père. Moi, sans saveur, je pense pour le coup, ça me sauverait la vie parce que sinon, je mange trop de. Tu vois, je mange trop de viande par exemple. T'as déjà eu le Covid? J'aime trop la nourriture. Bah, ça m'est Tu arrivé, l'as eu le ça truc sans m'arrive. le goût? Tu l'as eu le Je l'ai truc pas sans eu. le goût? Ouais. Putain, moi, c'était la semaine la plus triste de ma vie, quoi. Oui, mais c'est- Il y a eu plein de trucs tu sais, qui se passent dans la vie, mais ça. Non, mais en vrai, moi j'aime trop. C'est trop culturel J'aime la bouffer, nourriture donc, aussi. Il y a trop un truc. Tu as compris. Tu préfères pouvoir te transformer en n'importe quel animal pendant 1 heure minimum, ça veut dire que tu es obligé de rester pendant 1 heure minimum en animal, ou en n'importe quelle personne, mais tu peux pas parler. Ouais, un animal, ça me va, c'est bien. c'est Animal? rigolo. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Moi, je pense que je prendrais la personne. Une personne, tu veux pas pouvoir parler? Tu vois, en n'importe qui, mais juste. Genre, c'est Beyoncé, peux mais tu parles pas. Mais tu peux pas parler, genre. Ça n'a pas de sens. Quoi ça sert? Bah ouais. À Mais moins que c'est un un projet. animal, t'es obligé de rester pendant 1 heure. en Ouais, mais animal. 1 heure, par exemple, si tu as un jaguar, c'est stylé. Tu vois? Eh ouais, mais ça veut dire que t'as envie de te fumer une clope. Et moi, je fume pas, Avec je m'en les fous. petites Ouais, pattes. tu peux quand même baiser beaucoup aussi. En Ça veut jaguar, aussi dire ça, tu veux baiser ouais. parce Avec que tous les animaux. ton rêve, c'est de baiser des animaux déguisés en jaguar. C'est que des partous hein, chez les animaux. Non, mais- Non, ça peut être cool. Non, mais ok. De toute façon, on n'est pas dans le jugement. On est là pour pour essayer de comprendre un peu la Non, personne. mais une personne, sans parler. Ouais. Allez, un petit dernier. À moins que. Attends, parce que ça peut être hyper ah, intéressant. Ça peut être hyper intéressant d'être une personne sans parler, ouais, sexe opposé. Être un mec, pas parler, Eh tu n'as oui. pas besoin de parler pour ce que j'ai envie de faire si j'étais un mec. Mais On a moi, pour voir compris. ce que vous ressentez, ouais, ce serait incroyable ça aussi. Ah ouais. Mais en vrai, ouais, genre, en vrai, j'aimerais bien, genre, savoir ce que c'est les règles. Tu veux savoir ça, toi? Mais non, mais pour comprendre. Non, oui, mais je tu vois comprends ce que je veux dire. dire. Ou même Oui. parce que vous avez des hormones que nous on n'a pas quoi. Ouais. Rien que ça de savoir. En vrai, on sait pas trop ce que ça fait d'avoir des hormones et tout. J'aimerais trop savoir ce que ça fait. Où tu en peux plus là. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, moi c'est pas ça qui m'intéresse chez les hommes. Hein. Vrai, je vous dis la Non mais vérité. moi je veux juste me lébranler. Je vais mettre un énorme chibre Ouais. et j'essaierai de l'avaler. Un Moi, une heure pour ce espresso que dans j'ai un à corps faire, avec un énorme chiffre. Nouveau sketch et tout. Elle change son sketch. Moi, 1 heure pour ce que j'ai à faire, ça suffirait pas. Bon, allez, on y va.
Non, alors ouais, être un mec, mais sans parler. On n'a pas besoin de ça. Vas-y, ok. De toute façon, c'est mieux quand il parle pas. Non, j'ai pas eu Un dernier. Est-ce que tu préfères genre, tu peux manger sans jamais grossir. Ouais. Mais tu manges plus jamais de sucré. Ouais. Tu peux manger ce que tu veux, tu grossis pas, mais plus jamais de sucré de ta vie. Ou tu peux manger n'importe quoi, n'importe quand, mais t'as jamais faim. T'es tout le temps rassasié, genre. Genre à n'importe quel moment, genre tu veux n'importe quoi, tu veux un tiramisu, paf, il y a un tiramisu, mais en fait t'as pas faim. Manger sans grossir, c'est parfait. Manger sans grossir, mais tant pas de pis sucré. Pour le sucre, tant pis pour le sucre. Ah ouais. Ah ouais. Bonne fricassée, bon couscous. Bon fricassé. Ok. Mais il n'y a pas de sucre du tout, ça veut dire que tu peux plus manger d'orange, etc. Pas de sucre du tout. Ouais, pas de Le sucre naturel, alors, glucides. mais les bananas split, les crêpes au Nutella et tout ça. Ouais, c'est un sacrifice, mais si tu grossis pas, frère. Ouais, j'avoue, il y a un délire quand même. Moi, je vois pas de quoi vous parlez. Ouais. Qu'il a jamais grossi. Chacun a ses problèmes, ok? Non, on parle entre méditerranéens. Eh oui, non, c'est super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit extrait. C'est quoi cet âge bâtard, la trentaine? La trentaine, c'est quoi cet âge où tu mets plus de crème sur le visage que ce que tu en manges parce que tu la digères plus? Dernièrement, je me suis trouvé un cheveu blanc. J'ai voulu l'arracher, on m'a dit « Non, malheureuse, si tu l'arraches, il y en a 10 qui repoussent !» On vous l'a fait, ça? Mais c'est quoi, le cheveu blanc, c'est un gang? Le gang des cabellos blancos? Ils arrivent comme ça, écoute-moi bien. Tu t'en prends celle d'entre nous, revient à 10. Et on va te blanchir comme de l'argent sale, ok? C'est un sketch que t'as rodé pas mal. Comment tu l'as écrite, cette blague? Comment t'en es arrivé là, entre la V1 et la version finale, qui est même pas la version finale, hein, mais... C'est l'observation de ma vie. C'est mon cheveu blanc qui me pousse. C'est le délire d'avoir peur de me vieillir. C'est l'observation que tes copines commencent à avoir des gamins. Et du coup, c'est quoi ton processus pour écrire? T'as ces idées-là parce que t'observes dans la vie, peut-être tu notes, après tu crées le sketch, après en fait, le lundi après-midi, tu le lundi matin, ouais. Dans le lundi après-midi, putain, tu t'écoutes, hein? Eh ben... C'est sûr, c'est un homme. Non, ouais, bah oui. En fait, je regarde un petit peu, je vis les choses, et puis je dis, ça c'est un potentiel humoristique, faudrait que je me fasse un petit machin. Ou des fois, ça part d'une phrase. Des fois, c'est une phrase que j'entends, je dis, c'est une dinguerie, ça, tu vois. Ça, je peux pas le laisser comme ça, il faut que j'en parle, tu vois. Ouais. Voilà. Et du coup, toi, ça passe comment entre la première fois que tu le joues sur scène et la fois où tu le fais capter, filmer et tout? Il y a forcément une évolution. Tu gères comment ces évolutions? Tout le monde gère ça un peu différemment. Tu gères comment ça, toi? Au début, déjà, je suis stressée, ce qui est marrant parce que quand c'est pas du rodé, je suis stressée. Bah oui. Donc, du coup, au début, je suis un peu stressée et tout, je fais mon truc. J'ai une idée et je vois si les gens accrochent ou pas. Tu sais, c'est comme un hameçonnage. J'hameçonne. Et en fait, si tu vois que ça mord, ça mord, à ce moment-là, bam, tu récupères et tu développes. Et après, tu vois là où tu peux rajouter des vannes, là où ça manque en termes de rythme, tu vois. Et tu le fais en post-scène ou des fois sur scène comme ça, tu rajoutes des trucs? Des fois, ça vient. Si ça vient, on le récupère. Mais si ça vient pas, c'est pas grave. Tu vois, en fait, c'est sorti, tu vois, quand j'ai fait le Sony, j'ai récupéré. Là, ils ont vraiment beaucoup ri. Là, quand je l'ai fait de cette manière-là, finalement, c'était mieux. Là, j'ai trop raconté ma vie, tu vois. Ouais, c'est bien. Les ventres mous, tu les cuts. Tu récupères l'essence et tu le retravailles pour qu'à la fin ça passe pas une phrase, un rire, ça serait prétentieux, mais que ce soit une réplique. Oui, non, mais je comprends. Mais ça veut dire que, en fait, il y a des textes que tu considères que c'est du rodage et du coup, à chaque fois après, tu le retravailles. En réalité, je pense que c'est un brouillon sans fin. C'est-à-dire que pour moi, le stand-up, c'est sans fin. C'est ça qui est beau aussi, et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'en fait, tu peux pas te lasser de la scène, en vrai. Donc c'est jamais acquis et tu vas toujours pouvoir peaufiner, améliorer, machin. Mais oui, après, quand tu sens que le truc il est plus ou moins bien chiadé, que ça rit à certains endroits, ou si ça rit pas parce que l'énergie, par exemple, tu l'as mal placée, tu sais que normalement là ou là ça marche, tu vois, ça va. Tu laisses un peu décanter et tu pars sur d'autres choses en fait. Après, moi j'ai mes bangers, je mets au début pour me mettre en confiance, et une fois que je suis en confiance et que je sens que les gens ils sont réceptifs, bam, je place. Ouais, t'as un petit peu ce truc-là pour jauger si la salle est avec toi ou pas. C'est ça. Comme toi, hein, toi aussi j'ai fait ça. Pendant longtemps, tu as eu la cocaïne, c'était acquis pour savoir. Mais oui, est-ce que je les ai direct? Est-ce que... Ouais, mais c'est une erreur, hein. Moi je regrette. Hein. Ah ouais? Oui. Complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que justement. Parce que si ça prend pas. Bah oui, tu te mets victime de ton propre truc que tu t'es créé. Ouais. Et toi-même, tu te dis, ah ouais, non, c'est la salle. Et tu es encore dans le truc de, c'est la faute de eux, le public est froid. Et t'es plus dans la dynamique de non, c'est à moi, c'est mon métier,
de les choper, tu vois. Et donc, effectivement, j'avais ce truc à l'époque que j'ai plus du tout. Maintenant, ma blague, mon opener, il marche plus. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je sais que je vais les choper. Au bout d'un moment, ça après, va. En fait, tu vois, je continue ce que j'ai à dire et justement, je mets plus la blague au centre de la conversation, mais le propos. On en parlait Après, aussi avec le podcast avec Pablo, tu vois. Et c'est ce qui fait que tu gagnes aussi en sincérité. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je mettais des sketchs dans lesquels moi je me sens en confiance. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui m'anime et qui me fait c'est bon. Dans ce truc-là, je me Tu vas avoir une facilité. Voilà, elle me plaît, cette phase me plaît. Et tant qu'elle me plaît, je la garde, tu vois. Et après, je rajoute mes nouveautés. Ouais, okay. C'est pas genre je dis le public est bon ou pas bon. Je pas dit ça moi. Ouais. Je dis simplement que... Moi, je répondais à ça, à son truc. Non, moi, je suis dans de partisane de ce truc de me mettre, moi, en confiance, tu vois. Ouais. Et après, le public, tu vas le chercher quoi qu'il arrive. Ouais, t'auras moins de facilité à connecter sur du test, normal. Du coup, tu préfères te mettre un truc où toi, t'es à l'aise, moi, je suis où tu sais que t'auras la capacité de te connecter pendant ces 3 minutes. Voilà. Et après, tu pourras tester. Allez, on va finir par un truc qui s'appelle la minute marseillaise. Ouais. Ça va durer 1 minute. Minute marseillaise parce que ça peut peut-être durer 2-3 minutes. Voilà, on va pas se mentir. Je vais te poser des petites questions en détente et tu me réponds au tac au tac. Et voilà. Alors déjà, c'est quoi la date de ta première scène ? Je sais pas si tu t'en souviens. De ma première scène ? Waouh ! En plus, j'ai des problèmes avec les chiffres, je retiens pas moi ça. Je sais pas. Je me rappelle pas. Je sais où c'était. Le mois, c'était où ? À l'Ardu. À l'Ardu. Et c'était mon premier 5 minutes. J'étais en transe. Et voilà, c'était cool. Tu te souviens pas à peu près ? C'était... Non, je me rappelle pas. Après, il y a 5 ans. Mais ouais. après, franchement, les dates, c'est pas... Ok, ça va. Putain, moi, je pense que je me souviendrai toujours. Tu te souviens de la date de ta première scène ? Non, je me souviens le mois, mais c'est tout. C'était le mois de février. C'est le octobre 2018, mais je suis pas sûr. Ok, ouais. Okay. J'hésite avec 2019. Ça va. Un trait de ton signe astrologique qui est vrai. Et tu es Sagittaire. Ouais, tu travailles bien, toi. Sagittaire. Un trait qui est vrai. On est rêveur. On est rêveur et on est séducteur. 2 traits qui fonctionnent. Un esprit sain. C'est le mec Est-ce que t'es toujours stressé avant de monter sur scène ? Alors, plus comme avant, mais oui, 2 minutes avant, il y a quand même ce petit truc. Ouais. Mais c'est cette adrénaline-là qu'on cherche. Ouais. C'était quand ton dernier bid ? Mon dernier bid ? Ouais. Waouh, je sais pas. Mais ça fait. Ce que tu considères comme un bid, après, chacun. Je fais des fois, je suis pas contente de moi, mais de là à dire bide. Ouais, bide, c'est vraiment où t'es sorti, tu te sentais pas bien, genre, t'es en mode ça a pas marché, genre. Il y a des soirs où je veux pas rentrer chez toi. Ou tu rentres chez toi justement avant le chapeau, genre. Tu fais la gueule, tu vois. Je non, sais tu viens pas. Pareil, les dates et tout, je saurais pas te dire. Bah, c'est pas grave. Quel mot te vient à l'esprit quand tu entends c'est la faute du public ? Je déteste. C'est jamais la faute du public. Ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi je mets cette question. J'ai l'impression, j'ai envie de piéger les gens. Et il y a quelqu'un qui me dit oui, c'est vrai. Je dis ah ouais, ah bon, c'est vrai, t'es vraiment un connard. Tu veux qu'on en parle ? Je vais l'enlever. Le nombre de fois où les artistes ils disent le public il est ici, il est comme ça. Et ouais, mais ça revient à dire c'est la faute du public. Hein. C'est comme les gens qui disent, tu sais, il y a un truc qui m'énerve aussi. Ouais, c'est vrai. C'est bah oui, si les gens ils disent le public était pas chaud, machin. Tu as déjà entendu ça ? C'est cheaté. Ouais, c'est cheaté. Je déteste quand genre, de toute façon, c'est trop facile, c'est cheaté. Non, c'est pas cheaté. C'est ça, ils marronnent tout le temps. Dès que c'est trop facile. Dès que c'est trop facile. C'est ça. De toute façon, on trouve toujours une manière de marronner sur trop facile, trop dur, trop machin, trop. Profitons. Bienvenue en France. C'est vrai, en plus, bienvenue en France. Il a raison. Allez, 3 lieux où tu aimes jouer. Où j'aime jouer, le garage. Voilà, tout le monde. Il va pas dire garage, un jour on va dire ah bon, tu seras plus évidemment, le garage. Mais après, sur Marseille, on dira l'Ardu et le Vieux-Port. Sur Marseille, on va dire ça. Espace Cavadams. Espace Cavadams. Un sujet que t'as pas encore abordé sur scène et que t'aimerais bien toucher, aborder. Je voudrais parler du fait que j'aime beaucoup chanter. Et j'arrive pas à trouver par où tirer la ficelle qui va me permettre d'expliquer ce truc-là. En faisant des blagues, ouais, en faisant des blagues, c'est ça le truc. Mais j'adore chanter et c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai eu un groupe avant. Mais tu trouveras un moment. Il faut que je trouve, ouais. Tu trouveras. Tu sais, ce truc qui va durer 1 minute dure 3, c'est ça, c'est le moment-là. Ça va durer 5. Le thème de la profession. Pendant un moment, j'ai eu du mal, j'arrivais pas à en parler en riant.
On va avoir un second degré sur le travail. Peut-être parce que je suis partie à l'amiable. Et donc, du coup, voilà. Mais j'arrivais pas à en rigoler. Et en fait, là, il y a pas si longtemps, ça s'est débloqué de ouf. J'arrive à parler des choses. Et puis, en fait, je me suis focalisée sur les traits, justement, qui me faisaient rire à moi, tu vois, la profession. Et ça y est, j'arrive. Après, ça demande du temps. Hein. Je pense qu'il faut toucher l'interrupteur. Il faut trouver le truc. Qui t'a inspiré pour faire ce métier ? Petite, je me suis tuée à l'ikaku et ça se voit dans ma manière de faire. Ça se voit. C'est vrai. Hein. Je me suis tuée à l'ikaku quand j'étais petite. Tu l'avais pas dit. C'est fou. À chaque fois qu'on demande, comme Pierre Richard aussi, on voyait Pierre Richard. On voit vraiment quand on pose cette question, après on se dit ouais. C'est vrai que ça se voit. Lui par exemple, Jim Carrey, 100%. Si tu l'avais pas vu avant, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Beaucoup Elikaku. J'ai poncé la cassette. Ensuite, la cassette. Trentaine. Gad Elmaleh, forcément. Et puis Gad Elmaleh, pour le coup, il rejoint exactement le délire de théâtre et de stand-up, parce qu'à l'époque, il faisait des sketchs, vraiment des vrais sketchs, avec des vrais personnages, le vieux, l'agent immobilier. Moi, j'adorais. Je trouvais ça incroyable. Donne-moi 3 adjectifs qui définissent une bonne scène qui se passe bien pour toi. Une bonne scène, qu'est-ce que c'est ? Une bonne scène, c'est les gens qui rigolent déjà. C'est bon signe. Rire, quand on commence, si on fait des interactions, que les gens se lâchent, tu sais qu'il y a ce truc un peu où connexion, c'est assez c'est juste à point pour que bam, il y a une interaction et qu'elle te dépasse et que finalement ce soit encore plus drôle que ton propos. Ça, j'adore ça. Et une bonne scène, c'est quand tu es avec des bons potes. Eh oui, quand tu es avec... C'est vrai. Ah, on l'avait pas encore dit ça. Les bonnes scènes, c'est quand tu es avec la bonne équipe. Moi, des fois, là, tu sais, moi, je suis très nostalgique. Et j'ai, tu sais, le truc annuel, là, tu sais, qui t'envoie les photos. Je vois des scènes qu'on a faites ensemble et je me dis, waouh, on est encore là. Tu vois, on est encore là et ça fait plaisir. Et tu vois qu'on évolue, chacun à sa façon, chacun dans son truc. Mais ouais, une bonne scène, c'est quand tu as la bonne équipe. Si tu devais faire découvrir aux auditeurs et auditrices un ou une stand-upeuse, stand-upeuse. Qui est connue ou exposée que t'aimes bien, qui connaît pas. Deux potes, stand-upeuse, que t'aimes bien, dont t'aimes bien l'univers, tu dirais qui ? Même des gens pas connus forcément. Des gens que t'aimes bien dans le stand-up. J'aime bien dans le stand-up. Il y en a plein de gens que j'aime bien dans le stand-up. J'ai un gros cœur. Au pif, ça veut pas dire les deux meilleurs. C'est pour cacher tout ça. C'est tous les gens que j'aime. Tous les gens que j'aime, ils sont cachés dessous. En fille, on va dire Alison. Ouais. Je la trouve complètement barrée. J'aime son univers. Je trouve qu'elle est complètement farfelue. Et en mec, on va dire Quentin. J'aime bien ses têtes. J'aime bien ses gimmicks. C'est lui, voilà, le machin là-bas. J'aime bien. En fait, ce qui me plaît, c'est que quand je sors, j'ai toujours. Ça te coûte quoi de. Tu vois, les trucs comme ça. C'est vrai que t'as 2-3 trucs selon les sketchs qui restent un peu dans la tête après. Ça, c'est bien. Genre, et comme. Ça te coûte quoi, tu vois, quand il fait des. Musical. Ouais, c'est ça. C'est très simple. Et en fait, j'aime ces micro-persos, tu vois. Ou quand il fait comme ça, avec ses pieds, là, bizarre. Et j'aime ça. Ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il est bon en technique. Après, mais j'en aime trop. Sinon, tu peux pas me donner deux, c'est frustrant. 3 3, c'est pas mieux, hein. Tu me dis 2, je te dis 3. Il y a trop de monde. Baba aussi me régale. Dans une autre. Baba, c'est plus proche de moi, je trouve. Baba Rudy, ouais. On est plus proche en termes du poids. Ça va. Et ben écoute, dernière petite devinette. Qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast ? Podcast, exactement. Et aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Sandra Cast parce qu'on était avec une pote. Merci Sandra encore une fois. Ça nous a Merci à vous. Alors juste une petite promo. Voilà, je sais pas quand ça va sortir, mais t'as ton spectacle le 4 mai au Comedy Club du Vieux-Port. C'est ça. T'auras sûrement d'autres dates à la rue Théâtre, au Garage Comédie. Donc suivez Sandra Mizo sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Merci à toi, merci à vous les garçons, c'était super. C'était Quentin et Mika pour le podcast du Garage Comédie. Merci. Merci beaucoup. Ciao les potes.